toujours un plaisir de vous retrouver à l'heure de l'émission L'Interview sur Télé-Pacifique. Mes invités d'aujourd'hui, le professeur Éric Calais, professeur à l'école normale supérieure à Paris, et le géophysicien Simit Steve Julien. Merci d'être là, monsieur. Merci, Edlaine. Merci de nous recevoir. Merci. 12 janvier 2010, 12 janvier 2019, 9 ans après, les séquelles sont encore là, Simit. Oui, effectivement, les séquelles sont toujours là. Il y a parmi les gens qui ont vu leur vie totalement détruite, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu des gens. Eh bien, ces gens-là ne se remettent toujours pas encore de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pu avoir la possibilité, par exemple, de reconstruire leur petite maison qui a été détruite. Quand vous leur parlez de l'événement, vous sentez toujours qu'il y a une certaine émotion qui les traverse. Donc, effectivement, le problème, il est toujours là. Vous voulez ajouter quelque chose, professeur Calais? Non, je pense que c'est clair, effectivement, comme le dit Steve Simit, le traumatisme a été important et continue d'être, je pense, ressenti par beaucoup de gens. J'entendais l'autre jour des amis qui me disaient « Oh, le 12 janvier, est-ce que je dois rester chez moi ou est-ce que je dois pas rester dans la maison? Ça pourrait se reproduire. » Bon, alors on comprend ces réactions fortes parce que l'événement a été extrême. Il a coûté... Les gens continuent d'être traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il faut essayer, je sais que c'est pas facile, de dépasser aussi ce stade-là et puis de bien se rendre compte qu'on a affaire à un phénomène naturel qui est malheureusement dans cette région du monde normal, qui arrive de temps en temps, heureusement pas très fréquemment, et que par rapport à ce genre d'événement, face à ce genre d'événement, la fatalité n'a pas lieu d'être. Et donc il faut arriver, malgré les séquelles psychologiques qu'on comprend, le traumatisme, il faut arriver à dépasser ça et à se mettre en capacité de se protéger pour ce qui pourra arriver dans le futur. Okay. Aucune leçon tirée du 2 janvier, du tremblement de terre du 2 janvier? Il y a pas mal de leçons qui sont tirées. Il y a un effort qui a fait, par exemple, dans un pile institution publique pour voir comment on est capable d'aider les gens à comprendre le phénomène plus bien. Par exemple, c'est le cas pour l'Université d'État, par exemple, qui gagnait un groupe de recherche, que moi-même je fais partie de lui. Le professeur Calais supporter nous en pile dans ce sens. Donc, nous avons fait des recherches pour nous comprendre le phénomène, pour nous connaître plus bien sous sol que nous avons construit, et que c'est lui-même qui véhicule les ondes sismiques qui vont détruire la vie de nous comme ça. Donc, si nous comprenons bien comment ce sol là est, eh bien, ça va permettre que nous prendre en compte le phénomène ça plus bien dans la construction qu'on a fait. Donc, il y a un pile d'efforts qu'on a fait. Il y a des autres institutions qui font vulgarisation. Il y a des autres institutions comme LNBTP, Bureau des mines, qui apprend des données qui permettent que nous soyons capables de mettre recherche en place. Donc, je pense qu'il y a des leçons qui apprises. Ok. Alors, comprendre le phénomène, non? C'est pas un exercice qui est difficile? Oui, c'est très difficile. C'est dans ce sens que, par exemple, moi, j'ai quitté le pays. Nous avons fait 5 ans à étudier géophysique ensemble avec l'ancien directeur de thèse, professeur Éric Calais, qui est là ensemble avec. Donc, c'est pas un bagage qui est facile pour faire recherche. Recherche, c'est des bagages qui à la pointe du savoir dans le monde. C'est pas des bagages qui assez simples et puis qui m'a dit en pile capacité, ne serait-ce que financière. Okay? Donc, pour faire recherche, demander pour gagner corps, demander pour gagner des matériels qui est assez cher. Donc, c'est pas facile. La construction anarchique, ça continue, toujours dans le pays. Donc, on dirait que les autorités haïtiennes oublient ce qui s'est passé le 12 janvier, vraiment. Bon, est-ce que les autorités oublient, est-ce qu'elles ne sont pas en capacité de gérer ces constructions? Je pense que la situation était un peu la même avant le 12 janvier, 2010, les difficultés, la misère, les difficultés diverses financières, politiques, etc. existaient déjà dans le pays. Le pays avant 2010, on ne découvre pas avec le tremblement de terre que soudain le gouvernement a des difficultés pour gérer ci ou ça. Effectivement, on pourrait imaginer dans un monde idéal que le gouvernement se mette en capacité ou soit en capacité soudain d'éradiquer instantanément
toute la construction de mauvaise qualité. C'est évidemment impossible. Il y a quelques progrès qui ont été faits. Le ministère des Travaux publics a travaillé énormément sur un code de construction. Alors, est-il appliqué? Peut-être pas toujours, mais enfin, il y a un certain nombre d'ingénieurs civils en Haïti qui sont tout à fait, qui comprennent tout à fait ces questions de construction parasismique ou antisismique et qui sont capables de suivre ce code de construction. La cité administrative qui est construite actuellement, en train d'être construite dans le bas de la ville, elle respecte en grande partie, j'ai l'impression, d'après les informations que j'ai, des normes de construction parasismique. Donc, quand on veut, on peut faire. Après, la difficulté, évidemment, ici, comme dans d'autres pays du monde d'ailleurs, c'est que l'essentiel de la construction, c'est de la construction faite par des boss maçons, c'est de la construction informelle, et sur celle-là, c'est très difficile d'avoir une prise véritablement pour interdire ou pour obliger à mieux construire. Donc c'est du coup aux individus, à eux-mêmes, de prendre la responsabilité. Et c'est eux qui doivent être responsabilisés quand ils construisent, quand ils font construire. Ils doivent se poser la question, mais est-ce que ça va résister ? Il y a eu des formations pour les boss maçons après le tremblement de terre de 2010. Le ministère des Travaux publics a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, probablement, cela aurait dû continuer et se faire à une échelle beaucoup plus grande que ce n'a été fait. Ça peut être encore le cas, ça devrait être. On pourrait profiter chaque 12 janvier de chaque année pour refaire une formation pour les boss maçons et faire en sorte qu'ils sachent, même au niveau du boss lui-même, comment construire pour que cette maison informelle résiste. C'est possible. Pour construction anarchique qui dans bidonville, yo pas penser bon, il est difficile pour dire que gouvernement ou bien l'État haïtien en général est oublié que fait un problème tel dans l'État, mais je pense effectivement qu'il y a des travail qui fait qui est appréciable, mais il y a un pile l'autre bagaille qui pour faire. Okay, parce que c'est pas tout d'un coup, Jean-Professeur dit là, que nous sommes capables, un bon jour dans notre lever et puis nous disparaître et tout bidonville. Mais maintenant, est-ce que bon plan que nous sentons qu'il a pour diminuer quantité, en tout cas pour freiner le phénomène construction anarchique, nous pas senti. Donc c'est déjà un mauvais signal. Maintenant, est-ce que il y a un plan tout pour arriver aider les gens à améliorer façon de construire? Nous pas trop senti. Mais après ça, il y a des bagages qui mettent en place, il y a des outils que vous développez, par exemple, ne serait-ce que le travail microzonage que LNBTP, Bureau des mines, essayer de faire sur la zone métropolitaine. Maintenant, il faut travail ça arriver au niveau local utiliser, c'est-à-dire qu'il faut que mairie ait une capacité pour exploiter le travail ça, ne serait-ce que pour être capable de délivrer un permis de construire. Donc, si tout le monde qui a intervenu dans la question réduction risque sismique, en tout cas effet risque sismique sur la population, si tout le monde fait travail pour faire, n'a privé jeune des résultats. Mais pour l'instant, nous pas fin trop senti ça. OK. Tenant compte des différentes failles identifiées, actives, disons mieux, identifiées sur l'ensemble du Grand Nord et l'Ouest, comment éviter les dégâts? Comment éviter le pire en cas d'un éventuel tremblement de terre? En fait, comment nous sommes capables de prendre risque? Question là, si je peux résumer, c'est comment nous sommes capables Ils ont déjà identifié, oui, il y a un ensemble de failles qui gagnent. Maintenant, comment nous sommes capables de diminuer l'impact, empêcher nous revivre, même ça noté ouais de janvier? Donc, il y a deux façons il y a deux façons d'approcher le problème. Nous sommes capables de dire, bien, nous vulnérables par rapport à tremblement de terre, le tremblement de terre toujours passé, eh bien, on prépare nous pour une catastrophe là. Comment? Ou sinon, on prépare nous pour une catastrophe là, donc ça veut dire préparer l'hôpital pour recevoir des gens qui vont blesser, tout ça. Ou sinon, on est capable de dire, eh bien, nous sommes capables de comprendre le phénomène là, et puis améliorer la façon de nous construire pour capable le gain tremblement de terre, et bien, pour gagner moins de monde qui blessé possible. Okay? Jusqu'à présent, parce que c'est pas des démarches ça que nous faisons, c'est plutôt première démarche là, et après tant que catastrophe la venir, et puis après ça pour nous réagir. Donc, parce que nous avons intérêt et aller dans la deuxième façon de procéder, hein, okay? Pour nous non seulement nous préparer pour si catastrophe arrive,
pour nous bailler soin à monde qui peut le blesser, mais tout pour nous améliorer façon que nous a fonctionné avec RISA sur tête. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Steve Simit. J'ajouterais qu'il y a un autre élément qui est important, c'est que pour se préparer face au prochain tremblement de terre sur ces failles, il faut aussi travailler sur la connaissance de ces failles, c'est-à-dire quel est vraiment leur niveau de risque, quel est vraiment leur niveau de danger à ces failles. Bon, on sait qu'elles sont là. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'identifier ou du moins de relever? Bien sûr, bien sûr, c'est ça dont je parle, c'est-à-dire qu'il faut augmenter l'effort qui n'existait pas avant 2010, qui, grâce en quelque sorte au tremblement de terre de 2010, existe maintenant, de faire des relevés des failles sismiques, des failles actives dans le pays, avec différents types d'outils qui sont à la disposition du Bureau des mines, de l'unité de recherche en géosciences dont parlait Steve de la Faculté des sciences et d'autres institutions haïtiennes. Donc il y a un travail de recherche scientifique à faire. Et Haïti, comme tous les autres pays du monde, a le droit et même le devoir de faire ce genre de travail sur son territoire. Donc les institutions haïtiennes, les jeunes chercheurs en particulier comme Steve et d'autres haïtiens qui sont en capacité de mener ces recherches pour comprendre le niveau de danger des failles, eh bien on doit leur donner les moyens de le faire, de s'exprimer dans les capacités qu'ils ont, de comprendre ce phénomène mieux. On saura mieux où est le danger, quel est exactement le niveau de danger. On sera beaucoup moins dans le flou que l'on ne l'est maintenant. Et donc, par rapport à ça, on pourra aussi construire plus intelligemment et se protéger, se préparer, faire des plans de contingence aussi mieux informés. Dans l'immédiat, il y a quelque chose qu'on peut faire? Dans l'immédiat, tout de suite, là, eh bien, comme disait Steve, il ne faut pas penser qu'il y a une solution miracle. S'il y avait une solution miracle au tremblement de terre, à la préparation et qu'on pouvait la mettre en place instantanément, on la connaîtrait depuis longtemps. Pour lutter contre les risques sismiques. Voilà, il n'y a pas de solution miracle qu'on puisse appliquer tout de suite et qui aura un effet d'ici un jour, une semaine, etc. Ce qu'il y a par contre, c'est qu'il y a un chemin que tout le monde connaît, que tous les pays qui font face aux dangers sismiques connaissent. Alors, un chemin qui va de l'éducation du public à l'information scientifique que l'on doit acquérir sur le terrain pour comprendre le danger des failles, jusqu'à la construction et ensuite la préparation de plans d'urgence quand un séisme a lieu. Tout ça, ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un jour. Les pays qui ont fait des progrès ont mis des dizaines d'années pour y arriver. Les États-Unis ont commencé, la Californie a commencé à se mettre sur ce chemin seulement vers les années 1930. Et maintenant, ils sont à peu près préparés. Et on parle d'un pays, ou d'un État en tout cas, particulièrement développé et riche. Mais si on ne commence pas à se mettre sur ce chemin, s'il n'y a pas de volonté à la fois des individus et des volontés aussi politiques, véritablement, il faut le dire, et des volontés de financer ce genre d'efforts et de mettre ce pays sur ce chemin-là, alors là, on n'y arrivera jamais. Ces efforts, à mon avis, sont pour le moment assez faibles. Le chemin, il existe, la solution miracle n'existe pas, il faut se mettre sur ce chemin et dans quelques années, dans une dizaine d'années, le prochain séisme qui aura lieu fera moins de dégâts, fera moins de morts. Vous avez juste quelque chose? Oui, bon, je pense que le professeur Calais dit tout ça qui te doit dire. Pas une solution miracle. Du jour au lendemain, nous ne sommes pas capables de réduire impact risque ça sur nous. Mais on peut réduire la vulnérabilité. Pas du jour au lendemain. Mais ça peut se faire comment? C'est un chemin assez long. D'ailleurs, suivant capacité, ça veut dire, puisque nous ne vivons pas dans un pays riche, donc ça veut dire qu'il est supposé prendre nous plus de temps que possible. Mais pour nous préparer nous. Maintenant, il y a des actions qu'on fait à court terme, il y a des actions qu'on fait à moyen terme, il y a des actions qu'on fait à long terme. Maintenant, comme action, je pense qui est intéressante pour tu fait à court terme, c'est par exemple commencer à évaluer dans quel niveau de vulnérabilité, par exemple, que des systèmes santé noyés, par exemple, construction qui recevoir système santé. Donc par exemple l'hôpital, il faut que nous assurions que l'hôpital dans des zones côté eh bien il pas risqué pour n'importe qui séisme qui gagne que c'est eux mêmes qui tomber avant
Parce qu'après, on termine de terre, on a besoin pour, par exemple, l'hôpital a fonctionné pour bailler soin avec les gens qui sont blessés. Et puis, après ça, on pense qu'à penser avec la prison. Okay? Parce que l'expérience que nous faisons après terminer de terre le 12 janvier 2010, c'est que après un gros séisme, on gagne un ensemble de répliques. Donc, la population est dehors, pas qu'à rentrer la caille. Or, il se trouve que si vous avez des prisons qui détruisent, ou avez des éléments dangereux qui, dans la nature, qui a côtoyé, qui a vivre ensemble avec la population, ça a débouché sur des problèmes de sécurité qui sont assez importants. Donc, nous pensons, au moins, à court terme, nous sommes capables de travailler sur ça. Mais après, Jean-Professeur a dit, c'est un cheminement qui est assez long, il passe par compréhension de cela, qui niveau danger que chaque segment de faille, ça pour se parler, représenté pour nous-mêmes qui vivons sur le territoire, et après ça, prendre des décisions pour nous améliorer la construction que nous gagnons. Ok. Professeur Calais, comment on est capable d'utiliser l'appareil ça pour contrôler si c'est un tremblement de terre ou bien si c'est pas une machine qui passe dans une zone de la caille moyen qui font un gros bruit, qui rendent que qui aime sauter. Donc ce petit appareil là, oui, alors c'est un sismomètre de poche, on va dire, un sismomètre, oui, il est tout petit, on le met chez, ça vaut $350 US. Je fais pas de publicité, je vais cacher le nom du fabricant pour pas faire de publicité, ça existe sous différents modèles. On le connecte à l'électricité avec une prise du même type que celle d'un téléphone portable et on le connecte à Internet chez soi. Et ce sismomètre, qui est donc très bon marché, qui est à destination du grand public, va enregistrer les vibrations du sol. C'est-à-dire que si vous frappez du pied à côté de cet instrument, il va vibrer. S'il y a un tremblement de terre, même un tremblement de terre que vous n'aurez pas nécessairement ressenti, l'appareil est suffisamment sensible pour le voir. Et vous pouvez voir sur votre téléphone portable, en vous connectant sur Internet à cet appareil ou sur votre ordinateur, vous pouvez voir directement le mouvement du sol qu'il y a eu. Donc si quelqu'un vous appelle et vous dit « Ah, est-ce que tu n'as pas senti un tremblement de terre à 5 heures là tout à l'heure j'ai senti que ça a vibré », vous allez dire ben, « Non, j'ai pas vraiment senti, mais attends, je vais regarder sur mon appareil ». Et vous pouvez revenir à votre appareil par Internet, par une application sur votre portable et puis dire à la personne « Non, à 17 heures, il n'y a rien du tout, tu as dû rêver. » Ou alors c'était un camion qui passait dans ta rue. Mais en tout cas, mon appareil n'a rien enregistré. Donc c'est une manière, ce genre de sismomètre qu'on essaye de promouvoir, le sismomètre bon marché qu'on essaye de promouvoir en Haïti, il y en a maintenant quelques milliers dans le monde parce qu'il y a des gens intéressés, des particuliers intéressés à la sismologie, intéressés à la science, qui ne sont ni sismologues ni scientifiques, ils veulent juste savoir un peu mieux de quoi il s'agit. Et donc grâce à ce genre d'appareil, un peu comme si vous mettiez chez vous une station météorologique pour connaître la température, l'humidité, eh bien vous avez une information supplémentaire sur votre environnement et vous participez aussi à un effort scientifique puisque les données de ces appareils seront ensuite utilisées par des scientifiques. Ok. 12 janvier, tu as supposé une journée de commémoration, de réflexion. Comment nous avons commémoré date ça? Bon, pour moi, j'en ai fait un petit parler avant l'émission. Je pensais que 12 janvier, tu as supposé une occasion pour nous faire beaucoup plus de vulgarisation qui permettre nous et mettez-nous sur chemin ça que nous dit qui est assez long pour permettre nous réduire l'impact phénomène ça sur nous. Donc, je ne pense pas que c'est son jour que nous obligés commémorer grandiosement, ça ne va pas servir à rien. Même penser que, par exemple, si nous choisissons journée ça, par exemple, pour toute l'école en Haïti, tu as fait une simulation, et par rapport à une simulation pour tremblement de terre, parce que c'est non seulement ça t'a rester dans l'esprit moun, t'a sujet dans l'esprit moun, mais ça t'a servi nous avec un bagage qui t'a fait que génération qui venir yo connaît comment pour yo réagir à chaque fois tu as gagné un problème de ce genre. Parce que c'est comme ça pour nous ta plus ouais journée de janvier 2010. Donc, c'est à travers d'une campagne de sensibilisation dans les écoles, partout dans le pays. C'est ça, professeur Calais? Je pense que le 12 janvier, effectivement, comme dit Steve, c'est un moment, ça devrait être un moment important tous les ans,
pour commémorer peut-être, mais surtout pour informer. Effectivement, c'est un moment où les gens sont à l'écoute de ces questions parce qu'ils se souviennent de 2010 et ça va durer encore pendant quelques années, quelques décennies. Donc il faut profiter de ce moment, de ces quelques jours, et peut-être faudrait-il chaque année une semaine ou quelques jours autour de la date du 12 janvier pour vraiment mettre le paquet sur de l'information, sur de la sensibilisation, sur des ateliers divers. Les médias évidemment auraient un rôle particulièrement important à jouer. Donc faire quelque chose de concret qui nous mène vraiment vers un progrès, vers une meilleure compréhension du phénomène et derrière en retour une responsabilisation aussi, faire comprendre aux individus, aux citoyens qui doivent prendre leur destin en main par rapport à cette menace qui est connue et les informer sur comment faire, comment se protéger, etc. Donc c'est une opportunité, ce 12 janvier, ça devrait l'être en tout cas, pour informer. C'est des failles que vous avez identifiées, que nous avons là, qui ont provoqué de séisme, sans que nous ne nous rendions compte? Sans que nous ne nous rendions compte, non. Parce que le tremblement d'été a passé, nous n'avons pas de trop experts dans le pays qui étaient pour comprendre le phénomène, mais manifestation, le phénomène était là, quand il était écrasé. Donc si il y a un gros séisme qui passe dans la zone, on a senti que c'était secret. Donc du coup, on connaît que mon problème. Okay? Mais maintenant, est-ce que pas des petits séismes qui sont tout petits, qui sont intéressants, qui permettent de nous gagner des informations sur comment terre lui-même du secret, comment pour nous améliorer la construction que nous avons mérité gagner, ben, effectivement, il y a des petits séismes qui sont petits que ou même comme nous ne doit pas sentir et que c'est appareil ça ou même qui peut le détecter. Ok. Un séisme arrive vraiment sans aucun signe avant-coureur. Mais professeur Calais, quelles sont les consignes à adopter ou je ne sais pas s'il y a un comportement à adopter en cas d'un éventuel séisme, bien sûr? Oui, alors déjà, effectivement, je rebondis sur la première partie de votre question qui était une affirmation. C'est vrai, un séisme arrive sans signe avant-coureur. On n'a pas aujourd'hui la capacité de prédire les séismes, malgré ce qu'on entend parfois en Haïti ou ailleurs d'ailleurs. On ne sait pas prédire les tremblements de terre. Il y a toujours des gens qui font des recherches pour essayer d'y arriver, mais au jour d'aujourd'hui, dans la littérature scientifique raisonnable, on va dire, personne n'est en capacité de prédire. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Ni au Japon, ni en Californie, qui sont les deux endroits du monde où vraiment on travaille le mieux, avec le plus d'instruments sur ces questions-là, on ne sait pas prédire. Donc on laisse ce fantasme de la prédiction de côté, on oublie ça et on se concentre effectivement sur des choses plus concrètes qui sont l'observation des séismes, Steve Simit vient d'en parler avec des sismomètres, et puis la préparation. Donc la préparation, eh bien, ça veut dire que dans un monde idéal, chacun chez soi devrait déjà avoir sécurisé sa maison par rapport à un séisme. Alors, chacun devrait vivre dans une maison parasismique. Ce n'est pas nécessairement le cas, évidemment. Mais on peut faire un certain nombre de choses. Par exemple, les objets qui sont une télévision, par exemple, qui est un petit peu en hauteur, un meuble, une bibliothèque un peu lourde, eh bien, il faut les accrocher au mur, il faut les sécuriser au mur, parce que si un séisme a lieu, même pas très important, la télévision elle peut voler au travers de la pièce, la bibliothèque peut vous tomber dessus, puis avoir beaucoup de dégâts qui sont causés simplement par les objets autour de vous. Donc ça, c'est quelque chose de très simple à faire, sécuriser les objets en les fixant de manière un petit peu plus dure dans les murs. Ensuite, dans beaucoup de pays dans le monde qui sont exposés au tremblement de terre, les familles ont un kit de survie. Donc elles ont préparé quelque part, alors elles ne le laissent pas dans leur maison parce que la maison pourrait être endommagée, dans le jardin ou quelque part ailleurs, de l'eau, quelques couvertures, une lampe torche avec des piles, une petite radio, de quoi, un couteau, enfin de quoi, et les listes existent sur Internet, le kit de survie du tremblement de terre, vous cherchez ça sur Internet et vous allez trouver ce qu'il faut avoir mis de côté pour que si un jour il se passe quelque chose, en espérant que ça n'arrive jamais, eh bien vous puissiez avoir de quoi fonctionner pendant les premières heures après un tremblement de terre. Donc avoir ce kit de survie, c'est quelque chose de tout bête, de tout simple que chacun peut faire. Et après, je pense aussi que chaque personne devrait, qui a des enfants et qui les envoie à l'école, devrait se poser la question, mais finalement, nos enfants passent une bonne partie de la journée dans une école. Est-ce que l'école où j'envoie mes enfants a vraiment fait ce qu'il fallait ?
pour bien justement sécuriser les lieux? Est-ce qu'il y a une discussion sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire dans l'école X ou Y si un tremblement de terre avait lieu? Comment on gère cette situation? Donc je pense que c'est des choses qu'il faut discuter dans les écoles. Les écoles doivent aussi, à leur niveau, se préparer. Ce sont des endroits qui sont vraiment très importants parce que c'est là où se trouve le futur du pays. On a vu le 12 janvier que les écoles, beaucoup d'écoles, en tout cas un certain nombre d'écoles qui étaient en session lors du tremblement de terre, ont été très sévèrement affectées avec énormément de morts. Donc là aussi, tout à l'heure, Steve parlait de quelques cibles importantes. Les hôpitaux, par exemple, sécuriser les hôpitaux, donc faire un effort spécifique là-dessus. Je pense que sur les écoles aussi, il y a un effort spécifique à faire. On ne peut pas du jour au lendemain reconstruire totalement Port-au-Prince ou Haïti. C'est juste pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire assez rapidement, c'est mettre en place des programmes qui vont cibler des zones, des édifices, des infrastructures particulièrement pertinentes et importantes. Les hôpitaux, évidemment, c'en est un. Je pense qu'un deuxième, ce sont les écoles. Pour rebondir bien rapidement sur un bagage que le professeur Calais dit là, qui est très important parce que de nos jours, on peut recevoir un pile de messages sur WhatsApp, sur des articles véhiculés sur les réseaux sociaux, il y a des émissions qui font, côté il y a des chercheurs qui disent qu'il y a prédit des tremblements de terre et à 48 heures à l'avance. Et on a répété ça parce que c'est très important que jusqu'à présent, la science pas permettre que ou prédit tremblement de terre. Il y a des chercheurs, un pile de chercheurs d'ailleurs qui pas trop intéressés à la question parce qu'ils ont senti que nous sommes beaucoup prêts pour nous arriver là. Mais il y a quelques qui voulaient aller dans ce sens-là. Mais le résultat n'est pas concluant, ils ne sont pas capables de faire ça. Donc du coup, il faut que nous ne pas rentrer dans des délires pour côté nous a dit eh bien il y a des solutions côté on peut proposer nous pouvons courir sortir la caille nous 2 jours avant on tourne dans le terre ça pour qu'on fait dans n'importe quel pays qui gagne que ce soit c'est Japon, Jean-Professeur a dit, que ce soit c'est Los Angeles, et ça va faire, c'est pas des prédictions sismiques, c'est des autres bagailles qui ont déjà plus compliqué que nous pas rentrer dans les détails là, nous pas de temps, mais prédiction sismique, c'est pas pour demain si Dieu veut. Merci beaucoup. Le mot de la fin, professeur Calais. Mais j'espère que Haïti va continuer à se mettre sur le chemin de la résilience, de la résistance contre les séismes. D'autres séismes auront certainement lieu. Il faut regarder cette vérité en face et il faut dès à présent, sur beaucoup de fronts, travailler à la préparation. Le mot de la fin. Moi, souhaiter que le peuple haïtien quitte l'émotion de côté. Parce que ça a déjà fait 9 ans pour nous chita, pour nous parler de phénomène ça qui est très important parce que il fait nous perdre en pile monde, il fait nous perdre en pile et bientôt. OK, c'est un gros aller en partie dans l'économie qui était disparaître bien rapidement. Donc du coup, je pense qu'il faut que nous comprenions que l'heure pour nous garder phénomène là en façon plus rationnelle pour nous comprendre et puis pour nous dire bien mais qui démarche pour nous mettre en place pour nous capables de vivre mieux avec ça qui est sous tête. Merci beaucoup, professeur Simit Steve Julien. Merci beaucoup, professeur Calais. Et merci de nous être toujours fidèles. Restez avec nous sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.